On démarre cette émission par un drame qui s'est produit à Sarreguemines. Hier, en début d'après-midi, un homme et une femme ont été retrouvés sans vie à leur domicile dans la rue de Ronsard. C'est une amie de la femme qui a donné l'alerte après avoir été sans nouvelles depuis la veille au soir. Les victimes présentaient plusieurs blessures par arme blanche. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame survenu dans le quartier du Himmelsberg. Nous venons de recevoir plus d'informations de la part du procureur de la République. Le médecin légiste a constaté sur le corps de l'épouse, âgée de 54 ans, au moins 7 blessures infligées par un couteau, dont 4 près du cœur, et dont les formes laissent supposer l'intervention d'un tiers. Le médecin a également constaté 3 blessures sur le corps de l'époux, âgé de 59 ans, infligées par un couteau, et qui suscitent l'hypothèse de blessures auto-infligées. Le couple d'origine allemande était inconnu des services de police ou de la justice pour des violences intrafamiliales. Le couple avait un fils âgé d'une vingtaine d'années et absent lors des faits. L'enquête poursuit son cours et est ouverte pour infraction en crime flagrant de meurtre sur conjointe. La rédaction présente ses condoléances à leur famille. C'est sous un soleil printanier que la saison fluviale est officiellement lancée. Cette année encore, de nombreux habitués se sont donné rendez-vous au port de plaisance de Vitrain. C'est le cas notamment du Rêve Bleu, un bateau géré par l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. À la barre, Renato Castellani, il a pris la relève du capitaine bénévole historique il y a 4 ans. Le but de ce bateau, le Rêve Bleu, c'est de faire des sorties tout au long de l'année, quand c'est possible, avec des personnes déficience intellectuelle, des établissements de la Moselle. Et le Rêve Bleu n'est pas le seul à prendre le large aujourd'hui. Les plaisanciers sont eux aussi au rendez-vous. Exemple avec ce couple d'Allemands originaires du Bade-Württemberg. Ça fait 6 ans qu'ils viennent naviguer ici sur le canal de la Sarre. Wir haben dieses Boot seit in diesem Jahr den 26. Sommer. Nous avons ce bateau depuis cette année, c'est notre 26e saison. Nous avons passé 14 ans sur la Saône et c'était beaucoup trop loin pour nous finalement. Alors nous avons cherché un port qui est beaucoup plus proche. Der näher hier ist. Und da haben wir dann auf vielen Kanälen, die wir in Frankreich schon gefahren sind. Et en parcourant les canaux que nous connaissions déjà en France, nous avons découvert celui de Vitrain, avec aussi la chapelle sur les hauteurs. Cela nous a tout de suite beaucoup plu. Es hat uns einfach hier sofort gut gefallen. Des Allemands, des Anglais, des Hollandais, une présence étrangère qui rassure le président de l'association Lorraine. Car selon lui, la fréquentation reste plutôt faible pour ce début de saison. Avec le prix de l'essence et du gasoil, on voit que le premier mois, c'est pas terrible. On a contacté les loueurs de bateaux, pareil. Il y a beaucoup moins de locations. Donc on espère avoir la même clientèle que l'année dernière. Ces dernières années, les installations au port de plaisance ont été modernisées. Aujourd'hui, les plaisanciers disposent notamment de bornes électriques. Cette année, la capitainerie de Vitrain veut aller encore plus loin dans cette démarche. Quand tout le matériel sera là, on a prévu d'agrandir l'espace détente et pour les plaisanciers. Et ce sera une pergola qui sera montée, une grande pergola, qui fera de 6 sur 4 mètres à peu près, où on pourra donc accueillir pour faire plus d'activités à l'extérieur. Au total, 14 bateaux peuvent être accueillis ici, au port de plaisance de Vitrain. Bonjour à tous, je vais revenir avec vous sur le dernier conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche. Il était de nouveau consacré aux finances locales et concernait plus particulièrement les budgets primitifs pour l'exercice 2026. Les élus devaient d'abord, comme premier point, fixer les taux d'imposition 2026. Nous allons vous les afficher. Ils n'ont pas changé, ils ont été maintenus. 8,89% pour la taxe d'habitation, 1,35% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 9,43% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la cotisation foncière des entreprises a été votée à 20,35%. Ce sont ensuite les différents budgets primitifs 2026 qui ont été passés en revue puis votés. Je vais vous donner un seul chiffre pour l'investissement et un seul pour le fonctionnement. Dans ces deux sections, c'est le même montant pour les dépenses et recettes, vu qu'ils doivent être à l'équilibre. On commence avec le budget général pour l'exercice 2026.
Plus de 12 millions sont inscrits pour le budget primitif dans la section investissement et près de 16 millions pour la section fonctionnement, pour un total de plus de 28 millions d'euros. Pour le budget CIAV 2026, rien en investissement, plus de 3 400 000 euros en fonctionnement, ce qui donne la même chose pour le total. Pour le budget très haut débit 2026, près de 3 millions d'euros d'investissement et plus de 5 millions pour le fonctionnement, avec un total de près de 8 millions d'euros. Et enfin, le budget des ordures ménagères, 970 000 euros sont prévus en investissement, plus de 7 500 000 en fonctionnement, pour un total de plus de 8 400 000. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Créé au début des années 2010 par Bettina Fabin et Régis Krebs, le site des Laurentides à Lemberg est aujourd'hui en vente. Un complexe de 32 hectares qui réunit un centre équestre comprenant une écurie de 32 boxes, un manège et 2 carrières, mais également un restaurant avec des salles de séminaire. Si le centre équestre est toujours en activité avec des compétitions d'ampleur, le restaurant est quant à lui fermé depuis le mois de février. Philippe Gégaud, qui avait pris les rênes de l'établissement il y a moins d'1 an, a rendu les clés. Il devrait rouvrir prochainement avec un nouveau gérant. Régis Krebs souhaite lui passer la main de l'intégralité du site. Il est en vente à 10 350 000 euros. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous une bruine. Dans l'après-midi, le risque d'averse devient plus faible, mais on conserve un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Giselles et il fera jour de 5h58 à 20h57. Passez tous encore une belle journée et à demain. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Votre pub sur cet écran. Entreprise, collectivité, association, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public, à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. Ce mois-ci, d'Hopla, je vous emmène à la découverte du patrimoine ferroviaire local chargé d'histoire. Accompagné de mon guide Sonny Sadler, je vous propose de redécouvrir la ligne ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche, autrefois très fréquentée et aujourd'hui exploitée de manière originale et ludique à bord d'un vélorail. Nous pousserons aussi les portes de la gare de Bitche, préservée grâce à la passion des bénévoles de l'association Train Touristique Sarreguemines Bitche. Rendez-vous ce samedi midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Place des Arts. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui a sillonné le pays de Bitche pendant plusieurs semaines et qui, suite à ce séjour, a créé plusieurs objets, un album musical, une bande dessinée et plusieurs vidéos. Paul Damour, on peut dire que ce séjour dans le Beacherland vous a particulièrement inspiré. Ouais, bien sûr. J'ai passé quelques semaines là-bas avec un ami artiste qui s'appelle Jean Chauvelot, qui est bédéiste. Moi, j'étais en charge d'écrire les chansons. Et c'est un territoire hyper inspirant, déjà plein de nature, avec une lumière particulière, un état d'esprit particulier et des gens fantastiques et des gens mystérieux. Justement, que raconte cet album et cette bande dessinée ? Alors cet album et cette bande dessinée, l'album raconte vraiment les gens. Et la bande dessinée est plus sur le domaine du périple
Elle raconte en fait les jours qu'on a passé là-bas, les différentes rencontres, les moments aussi un peu en off. C'est une BD assez drôle. Jean Chauvelot est un auteur de BD qui a l'habitude de ce genre d'aventure, qui suit pas mal de personnes dans des périples comme ça. Lui-même s'impose un peu des périples comme ça. Il est parti dans un bar pendant un mois à la rencontre des gens. Et du coup, lui, il était vraiment en charge de raconter un peu tout notre voyage, notre odyssée. Et moi, j'étais vraiment focus des chansons sur les gens. Donc voilà. Donc vous êtes allé à la Alverrière, vous avez rencontré les souffleurs de verre du CIAV, vous êtes aussi allé à la Paulus Mule, vous avez rencontré le champion de boxe et le maire Sébastien Zell, vous êtes aussi allé au ranch des Bisons à Petit-Réderchin, vous avez vu aussi l'association T2SB. Qu'est-ce que vous retenez de ces différentes rencontres? Alors ce que je retiens de ces différentes rencontres, c'est que le Beachland, comme plein d'endroits qui ne sont pas forcément connus des gens, renferme plein de trésors. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, des fois, au bout d'un monde, le Beachland, c'est vraiment un territoire qui est au bout du monde pour moi, qui est vraiment la frontière entre la France et l'Allemagne. Et dans ces petits territoires-là, c'est des petits bijoux de rencontres. Et je trouve que des fois, il y a des territoires en France qui sont vraiment mis en exergue, qui sont mis en valeur, on met le focus dessus en disant qu'il faut aller absolument là-bas. Et en fait, ce que je garde de cette aventure-là, c'est de me dire, tiens, des fois, dans des endroits où on en parle un petit peu moins, il y a vraiment des trésors d'humanité et des trésors même de patrimoine. En fait, on peut vivre de beaux moments humains et culturels dans ces endroits-là. Comment s'est fait le choix de rencontrer telle ou telle personne ou d'aller dans tel ou tel lieu? Cet album est issu d'une rencontre que moi j'ai faite avec la Alverrière, Pascal de la Alverrière, et aussi de la Comcom. Et en fait, quand ils m'ont vu naviguer, moi c'est un peu devenu ma spécialité d'aller rencontrer les gens dans toute la France pour écrire des chansons. Et me voyant faire ça, ils m'ont dit tiens, ça serait cool que tu le fasses chez nous. Et ils ont un process qui était de mettre en exergue des territoires par les arts. Et ils m'ont dit tiens, ça serait cool que tu fasses ça et que tu ailles rencontrer un tel. On a réfléchi ensemble à ce qu'il fallait mettre en lumière sur le territoire du Beachland. Et ça c'est venu d'eux. Et comment vous avez travaillé du coup, parce que vous êtes partis même à trois, vous étiez accompagné du BDiste Jean Chauvelot, il y avait aussi le vidéaste François Dourlaine. Comment vous avez travaillé à chaque fois sur ces rencontres? Alors c'était pas sur la même temporalité, c'est que François lui il vient toujours à la fin des aventures, c'est la troisième aventure qu'on fait ensemble avec François au niveau du film. Et du coup moi à chaque fois je pars avec une sorte de caravane d'artistes, je pars pas tout seul parce que au niveau de ma société d'édition je produis à la fois des livres, des films et de la musique. Du coup, je suis toujours accompagné de différents artistes graphiques, photographes, etc. Donc on est vraiment parti en plusieurs temps. Moi, je suis parti à la rencontre des personnes déjà pour écrire le répertoire. Donc là, j'étais avec Jean Chauvelot, le BDiste. Et plus tard, j'ai enregistré l'album sur le territoire de Beach, dans un tout petit chalet près d'un étang. Et là, j'étais accompagné de Nicolas Quiré, qui est lui responsable de la partie musicale. Donc c'est vraiment le réalisateur et producteur de musique. Et j'étais avec Maxime Tisserand, qui est musicien et réalisateur. Après, je suis revenu sur le territoire avec François. Et là, on a tourné toutes les images, on a fait les photos. Aussi avec Thomas, qui est photographe, qui est un photographe talentueux. Donc c'est vraiment on s'est retrouvé une tripotée d'artistes à mettre en perspective ce territoire-là. C'était une résidence de long terme. Vous êtes resté combien de temps dans le Pays de Beach? Je suis resté une année. Jusqu'à la fin, c'est qu'après, tout s'est clôturé par un spectacle un peu monumental. Enfin, on a fait un grand spectacle avec des danseuses. On était une cinquantaine sur scène avec une chorale de Sarreguemines, qui est de l'ESAT de Sarreguemines, qui a une super chorale. On a fait un spectacle. Le point de clôture, c'était vraiment le spectacle et la présentation du film. Et ouais, moi, j'ai passé un an. Un an en tout, du départ de l'aventure jusqu'à la fin de l'écriture, jusqu'à la production du disque, c'était une année. Ce que je vous propose, Paul Damour, c'est qu'on fasse une petite pause dans notre entretien, le temps de nous intéresser à des idées de sortie pour ce week-end. Et après, on verra un extrait du clip vidéo que vous avez tourné chez les paysans herboristes de Christ et Chengueleux. Ce sera l'occasion de bien s'immerger dans votre univers. Fan de Jean-Jacques Goldman, ce concert est fait pour vous. Samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, le Rotary Club vous propose d'écouter le groupe non homologué. À partir de 20h30, les musiciens joueront les plus grands titres de l'une des personnalités préférées des Français, dont les morceaux ont bercé, bercent et berceront plusieurs générations. Billet d'entrée 30 € et c'est pour une bonne cause.
Et c'est parti pour 3 semaines de fête à Sarreguemines. Jeudi soir aura lieu la soirée d'ouverture du festival Lust in Sarreguemines. À partir de 19h, plusieurs artistes vont monter sur la scène de l'Hôtel de Ville, l'occasion notamment de découvrir le spectacle musical Jean sans terre, entre naufrage et royaume, proposé par de jeunes artistes sarregueminois, la compagnie de l'Offrandre. Cette soirée est gratuite, sur réservation. La classe théâtre adulte du Conservatoire de Sarreguemines remonte sur scène. Samedi soir et dimanche à 16h au Casino des Faïenceries, les comédiens vous proposent un voyage en absurdie, un spectacle surprenant et drôle, inspiré de l'univers de Jean Tardieu. L'absurdie, c'est un pays étrange où les mots dérapent, les gestes s'en mêlent et où la logique disparaît joyeusement. Pour assister à ce spectacle, l'entrée est libre, dans la limite des places disponibles. Ce week-end et en début de semaine prochaine, vous pourrez aussi regarder des films exceptionnels. Mardi soir, dans le cadre du festival Mireille de Plate, le public pourra visionner au Cinéma Forum de Sarreguemines Der Herr-Mère, le premier film en dialecte alsacien, une œuvre datant de 1939, adaptée d'une pièce de théâtre écrite en 1898 par Gustav Stoskopf. Cette projection sera accompagnée d'une présentation de l'œuvre assurée par le petit-fils de son auteur. Entrée gratuite sur réservation. Retour aux Français vendredi soir à Putlange-au-Lac où le Foyer des Lacs propose une soirée événement autour du syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. En plus de la projection du film Plus fort que moi, le public pourra échanger avec le critique cinéma Thomas Poutot et la psychologue Cathy Denizan. Tarif adulte 5 €, 4 € pour les enfants. Ce vendredi, nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale et à cette occasion, plusieurs événements sont organisés dans la commune de Sirstal. À 17h aura lieu une cérémonie au monument aux morts pour marquer le 81e anniversaire de la Libération et à 18h, à l'espace Vitrac-Saint-Vincent, vous pourrez découvrir le livre Sirstal-Lambar de l'évacuation à la Libération qui retrace ces moments forts de notre histoire. Sur place, vous aurez la possibilité d'acheter ce livre vendu au prix de 20 €. Une visite originale vous est proposée ce dimanche à Sarreguemines, celle du cimetière dans le cadre de l'opération Printemps des cimetières. Sur place, un guide de l'Office de tourisme vous fera découvrir ce lieu chargé d'histoire et ses nombreuses tombes monumentales, témoins de la puissance de certaines familles de notables. Entrée 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme. Loin du vacarme ambiant des gens, des jugements, j'entends battre mon cœur. Dans ce coin de nature, j'ai posé mon armure. Je crois que Paul Lamour, là, on s'est bien immergé dans votre univers, on y est là, la musique, la vidéo. Comment s'est passé ce moment, ce tournage chez Chris Schengele? C'était un super moment de partage. Chris est quelqu'un de très généreux. La première fois que je l'ai rencontré, il avait installé une super belle table avec plein de nourriture, de boissons différentes. On avait passé un moment très, très beau à parler d'amour, de la vie. Et là, le clip, un peu à l'image de ça, c'est qu'on a voulu refaire l'instant. Du coup, on a invité des amis, on a invité des copains de Chris, des copains à moi. Et on s'est retrouvés tout naturellement autour d'une table chez lui, sur le champ qu'il cultive. Et c'était un super moment de partage. Là, un petit peu la couleur de cette vidéo, de la chanson, c'est la poésie. Et puis il y a aussi d'autres couleurs, je trouve, dans le CD et puis également dans la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a un peu de l'histoire, la nostalgie avec Sonny Sadler de l'association T2SB. On a encore la contemplation paysagère de la forêt du Beecherland, côté bestial un petit peu avec le boxeur Sébastien Zell. Vraiment plein d'univers différents qu'on retrouve sur l'album mais aussi dans le livre. Et il y a aussi d'autres rencontres qu'on n'a pas évoquées et que les gens pourront voir en feuilletant l'album musical. Et j'aimerais que vous me parliez aussi du documentaire vidéo qui existe.
De quoi il raconte en fait? De quoi il parle? Alors le doc, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est, comme je le disais, c'est François Dollon qui vient à chaque fois avec moi sur les aventures pour filmer les différentes choses, les rencontres, etc. Ça permet de s'immerger encore plus dans les personnes, de vraiment voir ce qui se passe derrière la chanson. Parce que la chanson, on en fait ce qu'on en veut un peu. C'est que si on entend ça à la radio ou sur un disque, on ne sait pas forcément qu'il y a cette histoire derrière. Et c'est pas forcément important. Mais moi, je tiens au fait que voilà, si quelqu'un a envie d'aller plus loin, il puisse se dire, bah tiens, derrière la chanson des bisons, il y a vraiment un éleveur de bisons, il y a vraiment des bisons. Derrière la chanson La Paix, il y a un sculpteur. Et du coup, ça va un petit peu plus loin. On découvre les gens, on découvre le territoire visuellement. Ça permet de s'immerger encore plus dans le Beacherland. Un petit côté backstage aussi. Et d'ailleurs, j'insiste pour le dire que du coup, ce documentaire vidéo, on peut y accéder en flashant un QR code qui va s'afficher à présent sur l'écran. Donc, pour vraiment permettre aux gens de découvrir tout cet univers. Et je crois, vous l'avez déjà évoqué un petit peu déjà lors de cet entretien, c'est pas la première fois que vous faites comme ça un projet, une aventure musicale et sonore et visuelle. Où est-ce que vous êtes allé encore? De quelle histoire vous avez parlé en France? Alors oui, c'est pas la première fois, ça fait partie d'une démarche globale que j'ai depuis 5 ans. J'ai monté une société d'édition avec Stéphanie De Freitas qui s'appelle Neno et Tala. Et c'est vraiment le truc que j'aime faire depuis 5 ans, c'est je voulais sortir de mon bureau et partir à la rencontre des gens. Donc j'ai fait un premier livre-disque en prison. Après je suis parti à la rencontre des marins-pêcheurs avec 2 membres d'un groupe qui s'appelle La Rue Quétanou. Je suis parti écrire un album avec les exilés dans un CADA Emmaüs près de Clermont-Ferrand. Après, j'ai terminé un livre-disque dans les EHPAD de Grand Est qui s'appelle Nos Vieux, qui va paraître l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment une démarche que j'entreprends depuis 5 ans et que j'ai envie de continuer de faire parce que j'aime ça, j'aime les gens, j'aime partir à la rencontre, découvrir des choses et de les raconter en chanson. Donc c'est pas terminé, là j'enchaîne pas mal d'aventures. Et tout ça, on le dit, on peut y accéder à travers vos réseaux sociaux. Vous proposez comme ça des liens, des vidéos, des chansons qui permettent de rencontrer ces différents univers. On a parlé du coup de cette aventure musicale, de cet album disque. Où est-ce qu'on peut le retrouver et à quel prix ? Alors vous pouvez retrouver ce livre-disque un peu partout dans toutes les librairies de France et même d'ailleurs. Là vous allez sur Instagram ou sur les différents sites, vous pouvez le précommander pour le moment et après il sera disponible partout. Il est distribué par un super distributeur qui s'appelle Irfan et la musique sinon elle est disponible sur toutes les plateformes. Standard, pareil, là vous allez sur les réseaux, vous tapez Paul Damour sur internet, vous allez tomber sur toutes les chansons du Beacherland. Mais le livre en tant que tel est distribué nationalement. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller défendre vos libraires indépendants. Notamment, moi j'en ai un qui est super, qui s'appelle Le Ventre de la Baleine à Sarrebourg. Et il y a juste à regarder sur le site et à le commander. Et je trouve que c'est important d'aller dans les librairies encore plus en 2026 qu'avant. Et les librairies indépendantes surtout. C'est quelque chose qu'il faut défendre. Et le prix de l'album et du livre, c'est 15 €, c'est ça ? Ouais, c'est une quinzaine d'euros. Et ça, j'y tiens, c'est pas très cher pour un livre qui a été intégralement réalisé en France. Le disque a été réalisé en Ardèche, le livre en Alsace. Donc c'est vraiment du Made in France 100%. On a parlé du coup de l'album, des clips, de la BD, du court-métrage. Il y a aussi eu des concerts en milieu de résidence et en fin de résidence. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres surprises par rapport à ce travail dans le Beacherland ? Alors moi je joue au mois de mai, je fais un concert un peu spécial, je joue aux Imaginales d'Épinal. Je fais un ciné-concert. On a réalisé un spectacle visuel avec un artiste qui s'appelle Armetrika. Et je pense que ça va être le début d'une aventure. Moi, je rêvais de chanter l'Eno, de mélanger tous les répertoires que j'avais écrits depuis 5 ans et d'intégrer de l'image sur scène. Et là, c'est un peu le point de départ de cette aventure-là. Je pense qu'on va donner des concerts un peu partout dans toute la France avec un mélange de vidéos. Et du coup, un concert 360 avec à la fois de la musique et de l'image. Ok, je pense qu'on peut également citer les différentes institutions qui ont financé votre résidence quelque part. Alors du coup, il y a eu la Halle Verrières de Meisenthal et la Comcom du territoire de Beach et la DRAC, le ministère de la Culture. Merci beaucoup Paul Damour pour toutes ces informations et puis cette belle aventure musicale du coup qu'on invite les spectateurs, les téléspectateurs à découvrir votre travail. Et à présent, on va clore cette émission en se rendant au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film Coup de cœur de la semaine. Alors, cette semaine, place au rire, à la comédie, aux éclats de rire,
avec la nouvelle comédie Pour le plaisir, réalisée par Rem Kérissi, et en fait interprétée également par le couple François Cluzet-Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, qu'on voit beaucoup les derniers temps, qui a un peu le vent en poupe, puisqu'elle elle sort d'un gros succès avec Compostelle. Et là, on les retrouve dans l'histoire d'un couple qui vit 20 ans de mariage heureux. Et puis, ce mariage heureux va être perturbé par une annonce choc. C'est que Tom et Fanny qui se font la révélation que Fanny n'a jamais eu d'orgasme. Alors, c'est là que les problèmes commencent, parce que Tom vit ça relativement mal. Mais comme Tom est ingénieur, inventeur, en fait, il va, avec Fanny, en fait, concevoir un objet, un sextoy, qui va lui permettre de réconcilier Fanny avec le plaisir féminin. C'est inspiré d'une histoire vraie qui a donné lieu à la création de Womanizer, qui est un sextoy qui finalement a comblé ce vide au niveau de la vie de Tom et Fanny. Donc vous l'avez compris, naturellement, tout sur le ton de l'humour, des éclats de rire. Donc pour vous divertir dès à présent en salle, pour le plaisir sur nos écrans. Vous allez découvrir une émission spéciale enregistrée avec des élèves du lycée Jean Depange de Sarreguemines. Pendant plusieurs semaines, ils ont préparé des débats, ils ont chacun construit leur argumentaire, un projet pédagogique en lien avec la journée de l'Europe. En collaboration avec Mosaïque Cristal, ils ont enregistré ces débats et voici l'un des épisodes. Bonjour à tous. Face à la guerre en Ukraine, aux portes de notre Union européenne et aux tensions internationales croissantes, la question de la défense européenne n'a jamais été aussi centrale. L'Union européenne doit-elle franchir un cap en créant une armée commune capable d'agir de manière autonome ? Ou faut-il continuer à s'appuyer sur l'OTAN, sous la houlette des États-Unis, et préserver les souverainetés militaires nationales de nos États membres ? Sarah et Angelina sont aujourd'hui présentes pour représenter les contre la création de cette armée européenne intégrée, tandis que Lonis et Romain, ici présents, défendront la création de cette armée commune. Alors, l'Europe peut-elle devenir une puissance militaire unie ? Le débat commence maintenant. Eh bien, d'abord, nous pouvons commencer par dire que la création d'une armée européenne permettrait déjà d'avoir une efficacité militaire qui est accrue, de par des équipements communs, donc, qui pourrait permettre de régler le problème des munitions dans l'Europe. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de la France, qui n'a que 3 jours de stock de munitions, ce qui est vraiment peu. Donc, en cas de guerre, on est très mal. Donc, unifier à la fois nos soldats via des entraînements et nos équipements, ça permettrait donc de faire face aux gros problèmes que nous pouvons avoir, que ce soit donc stratégique ou dans des guerres. Ensuite, avoir toutes ces armées, ça permettrait de régler déjà le souci des 27 armées qui ne communiquent pas et qui ne sont pas unifiées. On a 27 armées européennes qui sont, on va dire, assez seules et qui ne communiquent pas. Là, avoir ces 27 armées, on pourra avoir une chaîne de commandement qui soit efficace et qui puisse prendre les décisions qu'il faut en temps et en heure. Je pense que vous pouvez répondre, parce que l'efficacité de ces armées à 27 États membres... Moi déjà, je pense que la France a des infrastructures et des technologies militaires qui sont quand même très très développées. Alors qu'est-ce que ça rapporterait techniquement à la France de partager ces technologies militaires avec d'autres armées moins développées, comme l'armée en Bulgarie ? Qui ont moins de budget. Porte-avions qui est en train d'être créé en plus. Là, voilà. J'entends et je sais que on peut se poser cette question. Mais de l'autre côté,
on a déjà vu que des projets européens sont en construction. J'entends par là notamment le projet SCAF, un projet d'avion de nouvelle génération avec l'Allemagne. C'est un projet comme un avion de 5e génération, équipé de drones et d'équipements qui sont tout simplement hors normes. C'est du jamais vu, ce serait l'une des meilleures coopérations possibles. Donc, bien sûr, il y a des États, comme tu l'as dit, la Bulgarie, c'est sûr, faire des choses comme ça avec des États, il y a forcément un problème derrière. Mais je pense que tout ça peut être réglé facilement si on réussit à s'unir comme il le faut. Et on pourrait créer des choses formidables, des nouveaux avions, des nouveaux moyens de défense, des armes, au lieu de constamment utiliser celles d'autres pays. Parce que je rappelle, l'Europe, quand même, importe 70% de ses armes. Ce qui est énorme, donc on fabrique quasiment rien. J'entends votre argument, mais comment est-ce qu'on financerait cette armée européenne et la production justement de tous ces nouvelles inventions et technologies, sachant que la France met déjà actuellement 61,78 milliards d'euros dans sa défense, ce qui est quand même 2,05% du PIB. Justement, les pays, comme je disais avant, par exemple un autre pays, la Pologne, qui ont un PIB plus petit que le nôtre, comment financerait-il ce projet ? Comment répartirions-nous les charges de ce projet ? Surtout que les équipements sont différents, donc ils sont à changer. Avec les méthodes, donc les doctrines, ce ne sont pas les mêmes. Les langues varient, ce qui fait que tout cela complique la coopération. Donc il faudrait des années pour harmoniser. Et il faut changer, donc avec toutes nos différences, il faut les mettre en commun. Ce qui fait que, Ce qui fait que les dépenses sont sûres, les bénéfices ils sont incertains. Alors, pour revenir sur ce que tu as dit sur la question du financement, le financement est très simple. Il y a déjà un projet qui a été créé, ce qu'on appelle l'EDF, donc c'est l'European Defence Fund. Donc ce projet est très simple, donc il oblige une coopération transfrontalière entre les États européens. Il nous permet aussi d'avoir donc de véritables partenaires. Il y a des partenariats avec 43% de PME, ce qui est énorme. Donc on fait venir les petites et moyennes entreprises pour participer à notre défense. On compte déjà 19 partenaires par projet de défense, ce qui est incroyable. Donc c'est-à-dire 19 partenaires issus de plein de pays européens. Ça nous permettrait donc du coup de pouvoir, comme j'ai dit avant, unifier absolument toute notre défense. De plus, on a remarqué qu'il y a eu un gaspillement de 343 milliards d'euros en 2024. Donc pour tout ce qui est lié à la défense. Mettre tout ça dans un fonds européen de défense, ça permettrait donc de unifier toutes nos dépenses militaires. Donc comme tu as dit, les 60 milliards français, on pourrait prendre quelques milliards de ce fonds, de ce financement, et de le mettre dans un fonds. Fonds qui bien sûr sera comblé par le reste des autres États européens qui viendront mettre de l'argent dedans, et avec ça on pourra financer nos projets. Et donc c'est assez bête au final comme déroulement. C'est un fonds qui serait géré par une institution financière ou directement par un commissaire spécial de l'Union européenne, et on pourra créer un véritable projet parce qu'on n'a pas de champion européen là-dessus. On n'a pas de champion. Certes, on a des champions nationaux, Rheinmetall pour les Allemands, Dassault pour la France, mais un champion européen de la défense, on n'en a pas. Et c'est vraiment dommage parce que quand on regarde en face qu'on a la Chine, les États-Unis, qui eux ont des grands champions. On prend par exemple les États-Unis, ils ont le constructeur Lockheed Martin qui fabrique leurs armes et leurs véhicules. Lui, il exporte partout. La France pourrait faire pareil justement à l'échelle européenne en s'alliant avec tous ces pays, et on pourrait contrebalancer tout ça. Ok. Angelina, Sarah, est-ce que vous pensez que les citoyens européens sont prêts à investir dans ces armées? Parce qu'il faut quand même des hommes derrière, parce qu'il y a la question d'un service militaire. Parce que là, on parle beaucoup finalement d'arsenal, de guerre. Voilà. Alors peut-être que maintenant la guerre se fait sans hommes, on pourrait se poser la question. Mais derrière, il y a de l'humain quand même. Est-ce que les Européens sont prêts à se battre en fait pour... Est-ce qu'il y a un service militaire qui a déjà été mis en place au sein de nos États, ou justement on est bien loin et on n'est pas prêt pour ça? On voit quand même que la France a abandonné le service militaire il y a quand même quelques années et a remis actuellement un service militaire sur le bénévolat. Ça n'a pas trop marché. Qui n'a, comme dit, pas trop marché. Pareil pour à l'époque le SNU, qui a très vite été démantelé, faute de moyens, comme dit. Et moi je pense surtout qu'il y a beaucoup de pays
en Europe, ce serait bien de les allier. Mais le problème, c'est que beaucoup de pays ont une petite armée, une armée très modeste, contre des pays comme l'Italie ou la France qui ont quand même, disons-le, environ 147 700 soldats et sont indépendants militairement. La France a quand même l'arme nucléaire. C'est le seul pays en Europe à avoir l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce que ces pays voudraient-ils s'allier entre eux et avoir une armée alors qu'ils peuvent avoir leur propre indépendance et se reposer sur eux-mêmes sans que d'autres se reposent en plus sur eux, sans avoir une charge en plus? Voilà, dans l'Union européenne, parce que c'est vrai que les Royaumes-Unis, là aussi, mais bien sûr, quoi. Donc oui, peut-être rebondir sur l'OTAN, la place de l'OTAN, ou aussi qui pourrait nous remplacer cette armée européenne ou pas? Vous avez quelque chose à dire sur l'OTAN? L'OTAN. Enfin, nous, on pense que l'OTAN remplit déjà la fonction de défense collective. Donc, une armée européenne, elle n'aurait pas sa place. Pas sa place, parce que ça crée des conflits avec l'OTAN. Au niveau de la gestion, ça ferait... c'est ça, doublon, enfin une duplication des structures, des inefficacités et gaspillage. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Donc, évidemment, on pourrait se poser la question de ce doublon avec l'OTAN. Mais au final, l'OTAN, c'est dirigé par qui? Ça, c'est la grande question. On est d'accord que les États-Unis ont la plus grande place dedans. Ils ont le budget le plus conséquent pour justement l'OTAN. Les États-Unis, là, depuis la réélection de Trump, on est quand même menacé. Entre autres, on peut se dire, on est menacé par les États-Unis. Ils menacent de quitter l'OTAN. Donc au final, l'OTAN, c'est fini. Imaginons, plus d'États-Unis. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Le budget en est où après? Comment on se défend? Comment est-ce qu'on fait face aujourd'hui aux puissances comme la Chine, comme du coup les États-Unis qui pourraient continuer à nous menacer? Comment est-ce qu'on ferait? Justement, si les États-Unis se retiraient de l'OTAN comme l'a menacé Donald Trump à maintes et maintes reprises, il l'a encore fait le 1er avril au Daily Mail, est-ce que ça ne forcerait pas justement les autres pays à plus investir dans l'OTAN, alors à la place d'une création d'une armée européenne? Je ne crois pas que ça les inciterait à plus investir dedans, parce qu'il faut quand même rappeler que la plupart des pays européens dépendent des États-Unis. Quand on regarde par exemple qu'il n'y a pas longtemps, la Belgique a fait l'acquisition de plusieurs F-35, ils ne peuvent pas les démarrer. Sans l'accord, sans la clé, ils ont en fait une clé dans les avions qui est exclusivement du coup aux États-Unis. Brevetée par les États-Unis. Ouais. Donc c'est eux qui ont la main dessus. Les armes qu'on a ici, c'est pareil. Comme je l'ai dit avant, 70% des armes européennes sont importées. Donc au final, qu'est-ce que ça fait? On a été trop longtemps spectateurs de tout ça. On n'a pas investi, on n'a pas fait les choses comme il le fallait. Aujourd'hui, on en paye le prix. On remarque qu'on se fait marcher dessus un peu par d'autres pays. L'Europe n'a plus sa grande place qu'elle avait avant. On est quand même passé d'une Europe qui est invitée à toutes les tables à une Europe délaissée. Quand on regarde juste les discours de Trump constamment sur l'Union européenne, c'est des attaques. Donc est-ce qu'au final, nous allons essayer de nous faire attaquer constamment ou est-ce qu'on va enfin reprendre les rênes de tout cela? Moi, j'ai besoin d'être rassurée. Est-ce que vous pouvez me dire s'il existe des choses déjà au sein de l'Union européenne d'un point de vue militaire de coopération entre nos États, quoi? Parce que en termes militaires ou de défense, quoi. Moi, je pense qu'on peut aussi parler de l'Eurocorps, donc qui existe, agit quand même depuis plus de 30 ans et qui est reconnu pour ses intérêts militaires et surtout en temps de paix comme en temps de guerre. Elle a par exemple aidé à stabiliser la situation au Mali entre 2013 et 2024. Elle leur a apporté des conseils, son expertise pour qu'ils puissent rétablir leur armée et faire face à la menace des groupes terroristes. Donc, justement, c'est pas beau tout ça? C'est pas beau? L'Europe qui s'implique à aider les autres, c'est exactement le modèle qu'on veut suivre. Oui. Non? L'Eurocorps, comme vous l'avez dit, l'Eurocorps, donc c'est plusieurs soldats de plusieurs armées européennes qui se réunissent et qui participent à des missions. Une armée européenne, justement, ce serait encore plus simple parce que cette fois, il n'y aurait plus cette idée de sous-gestion en soi, de gestion assez unilatérale. Maintenant, on va rentrer dans une phase avec une armée européenne qui sera plus concrète et qui nous permettra donc à la fois d'aider les pays qui en ont besoin avec une armée qui pourrait directement être directement à disposition de tout ça, avec un commandement qui serait directement beaucoup plus rapide que nos simples armées, parce que à chaque fois attendre que chaque commandement donne l'autorisation d'envoyer des soldats pour l'Eurocorps, puis ensuite les envoyer dans d'autres, c'est long. Je pense qu'il faut aller plus vers
le gain de temps et le pragmatisme. C'est ce qui manque considérablement à l'Union européenne. Pour conclure, j'aimerais bien, parce que nos téléspectateurs connaissent certainement bien De Gaulle, qui a créé la Ve République, et De Gaulle était farouchement, du coup, opposé à la création d'une armée européenne. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on est encore dans un contexte où on peut faire, du coup, confiance aux États de l'Union européenne pour s'allier ensemble, ou le fait de créer des armes, ça peut, dans un contexte de l'Union européenne, créer des problèmes? Est-ce que vous pensez que les Français ou que les politiques sont prêts, d'un point de vue historique, elles sont dans la même situation qu'auparavant pour créer cette armée européenne? Est-ce qu'on est dans les mêmes logiques? Est-ce qu'on pourrait avoir une armée européenne maintenant? Comment ça s'est passé par le passé? Là, la situation est totalement différente. De Gaulle, c'était les années 60. On avait la guerre froide, une Allemagne qui était divisée, la menace soviétique. Et voilà, la menace des deux blocs, au final, on était quand même menacés. La France devait choisir une position. De Gaulle, lui, a voulu affirmer la souveraineté de la France et lui donner une place parmi les grands. C'était tout l'objet de son combat. Mais aujourd'hui, quelle en est la situation? Maintenant, presque 70 ans après, on en est où? Il n'y a plus rien. Alors si on parle de quelque chose de plus récent, en Yougoslavie, l'Union européenne, elle n'a pas agi et c'est l'OTAN qui a dû agir. Donc la Yougoslavie, c'était dans les années 80. L'OTAN, c'était quand même un agissement assez quand même limité. Ils ont bombardé la Yougoslavie, pour et mettre après, fin au génocide. pour mettre fin au combat. Mais au final, une armée européenne, ça aurait déjà fait un peu comme une espèce de chien de garde à tout ça. Il y aurait eu un véritable contrepoids face à la Yougoslavie. D'ailleurs, il n'y avait personne de l'autre côté. Les conflits en Yougoslavie dans les années 90, la situation était quand même... on venait de sortir de la guerre froide, l'Allemagne était réunifiée, on avait un véritable essor de la puissance européenne. C'est là où on a commencé à avoir vraiment une place encore plus importante vu qu'on sortait de cette grande époque. Donc c'est loin, oui. Et on va finir peut-être par Sarah, oui. Je tiens à revenir sur ce que vous avez dit. En 1950, la France a déjà refusé la création d'une armée européenne, en particulier les gaullistes, car ils pensaient que c'était une atteinte à la souveraineté nationale, parce que la défense reste un domaine central de la souveraineté nationale et beaucoup d'États refuseraient de donner le contrôle de leurs soldats à une autorité supranationale. Comme ça a déjà été refusé en 1950, pourquoi ce serait accepté aujourd'hui? Parce que la situation est différente. On n'est plus du tout sur la même logique. Avant, la France se sentait forte parce qu'elle sortait d'une guerre. On s'est dit, on est invincible maintenant. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. C'était cette logique. Aujourd'hui, quand on a la menace russe qui pèse sur nous, quand on voit que la télé russe montre des missiles nucléaires qui atteignent Paris constamment, qui font des attaques sur notre politique et sur notre président, sur nos armées. Quand on entend le chef de la Douma, donc de l'Assemblée russe, qui dit que la France ne sert strictement à rien, qu'elle est facilement mangeable et qui va tuer tous les soldats français qui se ramèneront dans cette guerre. Là, je suis désolé, mais c'est des véritables faits qui sont graves. Donc aujourd'hui, une armée européenne nous permettrait réellement d'avoir un contrepoids et de pouvoir enfin s'affirmer en tant que telle. Ok, je pense qu'on est arrivé au bout de ce débat. En tout cas, le contexte exige que les citoyens européens réagissent et se posent réellement cette question de création d'une armée. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.